Les soirées de la philo, 6e saison, 9e soirée. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Après avoir croisé les grandes questions de la politique et les questions non moins négligeables de la métaphysique, nous entrons peut-être dans ce qu'il y a de plus difficile, de plus complexe, de plus subtil. Nous entrons dans l'exploration de la psychologie humaine. Pourquoi est-il si compliqué de devenir vraiment soi-même, de ne faire qu'un avec soi-même ? Pourquoi sommes-nous perpétuellement comme divisés, comme séparés de nous-mêmes, en train d'agir et de nous regarder agir, séparés de notre propre condition au point que nous n'arrivons pas à faire un avec nous-mêmes ? Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? C'est la question de cette nouvelle soirée de la philo. D'abord, merci beaucoup d'être là si nombreux. C'est une joie de vous retrouver, de vous accueillir toujours plus nombreux. C'est une chose incroyable que nous avons doublé le nombre de soirées et que maintenant elles sont tout le temps complètes. Pardonnez-nous d'avoir du mal à accueillir chacun de ceux qui voudraient venir et je voudrais vous dire en commençant à quel point nous comptons encore plus sur vous pour être bien à l'heure à ces soirées parce que sinon il nous est difficile de commencer à temps. Il y a encore des gens qui attendent. Je prends le parti de commencer dès maintenant pour ne pas faire trop retarder ceux qui sont déjà arrivés. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? La question peut prêter à sourire, bien sûr. Elle pourrait ressembler à une sorte de jeu de mots, et pourtant il n'en est rien. Nous savons tous à quel point il est compliqué d'être simple. Nous le savons parce que nous le vivons. Et nous vivons tous cette difficulté d'être simplement soi-même. Être simplement soi-même et rien de plus, comme le disait Kierkegaard. Voilà le grand but de l'existence peut-être. Être simplement soi-même et rien de plus. Et pourtant, voilà bien quelque chose d'infiniment difficile. Il pourrait sembler que rien n'est plus simple que d'être soi-même, puisque nous sommes tous ce que nous sommes. Il pourrait sembler qu'au fond, nos vies devraient obéir à ce premier principe de la logique, qui est le principe d'identité. Qu'une chose est égale à elle-même, voilà la chose la plus évidente du monde. Que A soit égal à A, c'est ce qu'on appelle une tautologie, c'est-à-dire une figure de l'identité absolue. Que A soit égal à A, voilà qui est absolument évident et tellement évident que toute tautologie est par définition totalement inintéressante. Qu'une chose soit identique à elle-même, c'est une chose qui tombe sous le sens. Ce tabouret est ce tabouret. En disant cela, je dis quelque chose qui est absolument incontestable et pourtant, je dis quelque chose par là même qui n'a aucune espèce d'intérêt. La tautologie, c'est l'expression qui se rapproche le plus de l'absence de signification dans la mesure où, en fait, en disant cela, je ne dis rien, au fond, que ce qui est d'une sorte d'évidence absolue. Qu'une chose soit identique à elle-même, pour le dire autrement, que ce tabouret soit simplement ce tabouret et rien de plus. Que ce tabouret soit simple dans son être, voilà qui est, encore une fois, incontestable et insignifiant. Mais pour ce qui concerne notre vie et notre propre psychologie, les choses sont bien plus délicates. Êtes-vous vraiment vous-même ? Et que signifie être vraiment soi-même et rien de plus ? Que signifie ne faire qu'un avec soi-même ? Comme vous le savez, le mot simple vient du latin simplex, qui veut dire un. Que signifie ne faire qu'un avec soi-même ? Être vraiment simplement soi-même et rien de plus. Il est si difficile d'être simple. Et au fond, vous le savez tous, nous le savons tous, il suffit de se retrouver dans le champ de tir d'un appareil photo, ce qui peut nous arriver couramment actuellement. Vous êtes devant un appareil photo, on vous prend en photo et vous posez. Et vous avez déjà entendu 1000 fois comme moi cette consigne aberrante, mais soyez naturel, voyons. Sois naturel. C'est tellement difficile d'être juste naturel. Et sans doute faut-il beaucoup d'art. Et c'est le propre sans doute des grands artistes que de pouvoir se montrer parfaitement naturel devant l'objectif d'une caméra, devant un appareil photo. Sois naturel. Sans doute faut-il être un très grand artiste pour rentrer dans la nature. Et comme le disait Boileau, il faut beaucoup d'art pour rentrer dans la nature. Il faut beaucoup de technique pour être seulement naturel. Il faut beaucoup d'artifice pour donner le sentiment qu'on est simplement soi-même. Être simplement soi-même. Voilà qui nous est infiniment difficile. Et pourquoi ? Parce que, à la différence de ce tabouret, nous avons une conscience. Nous avons une conscience qui fait que nous ne sommes pas seulement ce que nous sommes, mais que nous sommes en même temps en train de considérer ce que nous sommes.
Vous êtes ce soir aux soirées de la philo, mais vous êtes en train de vous regarder être aux soirées de la philo. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, je suis vraiment quelqu'un de génial, je consacre mes soirées à faire de la philosophie. Vous ne vous contentez pas de venir faire de la philosophie. Vous y trouvez un plaisir, j'espère. Peut-être un désagrément, peut-être êtes-vous en train de vous dire « Quelle erreur hallucinante ai-je fait en acceptant sa proposition d'aller à une soirée de philosophie ? Ça s'annonce complètement absurde, je suis en train de perdre mon temps. » Peut-être êtes-vous, en tous les cas, d'une manière ou d'une autre, en train de penser ce que vous êtes maintenant, en train de penser ce que vous faites. Le propre de la conscience, ce phénomène si singulier, c'est qu'elle est une forme de réflexivité. La réflexion, vous le savez, c'est ce phénomène physique qui se produit lorsque, dans un miroir, se reflète l'image de celui qui est face à la glace. Pour le dire autrement, il y a en nous, dans notre réflexivité consciente, il y a en nous comme une forme de duplicité, en tous les cas une dualité. Je suis moi en train d'agir, et je suis le moi qui est en train de se regarder agir. Je suis le moi en train de faire une bonne action et ce moi qui est en train de se regarder faire une bonne action. Le moi en train de faire une mauvaise action et ce moi en train de se regarder faire une mauvaise action. Je suis le moi sur le point de faire un choix et le moi qui discute de la question de savoir si ce choix est vraiment le bon. Je fais et je me vois faire. Je suis acteur et spectateur de mon action. Je suis et je regarde ce que je suis. Et voilà pourquoi nous ne sommes jamais vraiment simples. Voilà pourquoi, au fond, la tragédie de la conscience, cette catastrophe absolue, nous condamne d'une certaine manière à une forme de dualité définitive. Nous ne serons jamais simplement les acteurs de nos vies. Nous serons toujours en même temps les spectateurs de cette action en train de se faire par nous. Nous ne serons jamais ces sujets que nous sommes, mais nous serons toujours l'objet que le sujet est en train de penser. Nous ne sommes jamais seulement en train de vivre, mais nous sommes toujours en même temps en train de nous regarder vivre et de nous inquiéter quant au sens de notre vie, à sa signification profonde. Et au fond, n'est-ce pas ce que vous venez faire tous les lundis soirs ici ? Nous venons nous regarder vivre, nous penser en train de vivre, tenter de comprendre ce que nous sommes, tenter de connaître notre être. Autant de tourments, reconnaissons-le simplement, que ce tabouret ne semble pas éprouver. Et nous avons d'ailleurs, de ce point de vue-là, de quoi être jaloux du tabouret. Parce que sa vie est tellement plus simple. Nous avons de quoi être jaloux, ce tabouret n'est pas vivant, mais de tous les vivants qui ne sont pas embarrassés par le phénomène si singulier de la conscience et de cette réflexivité. Je jalouse, écrit Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans le sommeil stupide. Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans le sommeil stupide. L'autre jour, j'ai eu un problème avec un appareil électrique chez moi, ça n'a aucun intérêt. Je tape sur Google « Comment arrêter ?» parce que je voulais la suite de mon problème. Et je vois que la question la plus posée sur Google qui apparaît quand vous tapez « Comment arrêter ?» la première de toutes les suggestions, c'est « Comment arrêter de penser ?» J'ai trouvé ça génial. C'est un fardeau, la conscience, épouvantable. Je suis sûr que vous avez déjà ressenti ça. Vous voudriez vous arrêter de réfléchir. Vous voudriez pouvoir faire ce choix-là simplement maintenant. Vous voudriez pouvoir, je ne sais pas moi, partir en vacances et d'un coup vous avez des scrupules et vous vous dites est-ce que j'ai le droit vraiment de partir en vacances ? J'ai tellement d'autres choses à faire. Vous voudriez la demander en mariage et vous vous dites mais attends, il y a peut-être plein de problèmes qui vont se passer après ça. Bref, nous voudrions pouvoir faire. Et nous sommes retenus dans l'agir par le fait que nous pensons l'agir. Et nous sommes retenus dans la vie par le fait que nous pensons la vie. Et ainsi, nous ne sommes jamais vraiment seulement en train de vivre. Jamais simplement en train de vivre. Celui qui vivrait la vie la plus simple et la plus absolument simple serait celui qui ressemblerait le plus près à cet animal stupide dont Baudelaire nous parle. À tout insomniaque, il est arrivé de se dire « Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans le sommeil stupide. » Bon, peut-être pas de la même manière, bien sûr. Mais à tout insomniaque, il est arrivé de se dire « Mais est-ce que je ne pourrais pas m'arrêter de penser un peu ?» Eh bien, nous n'arrivons pas à arrêter de penser. Et ainsi, nous ne sommes jamais totalement et pleinement et complètement dans cette vie. Lorsque nous avons eu l'occasion de passer une soirée avec Montaigne, nous étions revenus sur ces quelques lignes qui marquent la fin du dernier chapitre des essais du 3e tome des essais de Montaigne.
Ce dernier chapitre magnifique qui s'intitule « De l'expérience » dans lequel Montaigne nous parle de cet idéal de vie qu'il nous dessine au fond et qui est tellement attirant. Et il tient à quelques mots simplement. « Quand je danse, nous dit Montaigne, quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Et si je me promène en un beau verger et que mes pensées s'éloignent de moi, incontinent, je les ramène immédiatement à ce beau verger, à ce lieu où je suis et à moi. » Simplicité absolue d'une vie tout entière donnée à l'activité que nous menons. Et qu'il faut pouvoir, comme le dit Montaigne, laisser et reprendre. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Et si je me promène dans un beau verger, je me promène dans un beau verger. Mais est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que cette vie simple, et dans cette simplicité magnifique, heureuse, est-ce que cette vie parfaitement simple et parfaitement unifiée nous est réellement accessible ? En vérité, nous le savons tous, quand je danse, je pense tout de suite à la danse d'après, à la soirée qui va suivre. Quand je dors, je n'arrive pas à dormir parce que je pense aux problèmes du lendemain. Et quand je suis aux soirées de la philo, je suis en train de me dire « Zut, j'ai peut-être oublié de fermer la porte à clé en partant de chez moi tout à l'heure. » Ou bien je pense déjà à cette réunion pénible à laquelle je suis attendu demain matin avec toutes les préoccupations qu'elle implique. À quoi pensez-vous maintenant ? Qui est vraiment complètement ici ce soir ? Qui réussira à être vraiment complètement ici ce soir pendant 1h30 ? Ou on pourrait retourner la charge de la preuve. Est-ce que je vais réussir à vous permettre d'être vraiment complètement présent ici ? Tout à l'heure, quand nous serons plongés dans Kierkegaard, je doute que beaucoup d'entre vous soient encore complètement avec nous. Nous avons cette étonnante capacité d'être ici et ailleurs. Et nous avons encore une fois cette étonnante malédiction qui pèse sur nous que nous sommes toujours ici et ailleurs. Et qu'il nous est si difficile. Et qu'il est si rare dans une vie d'être complètement ici et maintenant. Qu'il est si rare dans une vie de pouvoir saisir l'instant, carpe diem. Ça n'est pas pour rien si cette maxime est devenue un but d'existence. Mais sans doute ce but n'est-il jamais complètement accompli. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. En réalité, voilà ce qui ne nous arrive jamais. Et quand je marche solitairement en un beau verger, comme nous dit Montaigne, immédiatement je pense à autre chose qu'à ce verger. Et parfois, il m'arrive même d'être tellement perdu dans mes pensées que d'un seul coup, je me réveille en me disant « mais en fait, je suis là ». Il y a là comme le privilège de la conscience, pénible privilège, douloureux privilège, qui faisait dire à Rousseau que l'homme qui médite est un animal dépravé. Nous sommes des animaux ratés, parce que nous pensons. Et qu'en pensant, nous avons cessé de vivre pour nous mettre à penser la vie. Et que penser la vie, c'est s'arrêter de vivre seulement, s'arrêter de vivre simplement, et toujours être à la fois en train d'agir et de regarder l'action, en train d'être et de regarder notre être. Et c'est ce qui fait au fond notre attitude dans le monde, parce que nous ne sommes pas seulement des consciences solitaires. Et les choses se corsent encore. La vie n'est pas simple parce que je pense, et la vie est rendue encore moins simple parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent. La vie n'est pas simple parce que je me regarde agir, mais elle est encore moins simple parce que d'autres personnes me regardent agir. Et ainsi, je ne suis pas seulement cantonné dans le fait que je me regarde moi-même, mais le fait même de la société fait que je vis aussi du regard que les autres portent sur moi, que je les regarde me regarder, et qu'ainsi la complexité se trouve infiniment redoublée à mesure du nombre de personnes qui habitent mon espace quotidien, qui habitent cet espace social au sein duquel j'évolue. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Pourquoi est-ce que c'est difficile d'être simple ? Mais la réponse est extrêmement simple pour le coup. Parce que je suis en train de me regarder moi-même vivre et agir, et ceci vaut même du solitaire perdu au fin fond de l'Amazonie. Mais en l'occurrence, les choses sont encore compliquées par un principe tout à fait banal qui est que vous êtes là. Et c'est difficile d'être simple sous votre regard. Et chacun d'entre vous sait que beaucoup de regards l'observent, et chacun d'entre vous a intériorisé le regard d'autrui au fond. Qu'est-ce que c'est que ce regard qui se regarde vivre, sinon le fait que j'ai fait entrer en moi le regard social qui pèse désormais sur moi. L'un de ceux qui a pensé le mieux cette difficulté du huis clos que représente la société, c'est-à-dire cette difficulté de vivre en permanence sous le regard des autres qui sont ce par quoi je peux me trouver divisé intérieurement, c'est bien sûr Jean-Paul Sartre. Sartre est l'un de ceux qui a le mieux pensé la manière dont la société transformait le rapport que nous avions au monde, aux autres et à nous-mêmes, la manière dont, au fond, nous ne sommes jamais simplement ce que nous sommes, dont il y a toujours en nous quelque chose de composé,
parce que la société elle-même nous fait entrer en elle comme dans un jeu de regard. Si l'homme est ce qu'il est, écrit Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant, si l'homme est ce qu'il est, la mauvaise foi est à tout jamais impossible, et la franchise cesse d'être son idéal pour devenir son être. Mais l'homme est-il ce qu'il est ? L'homme est-il ce qu'il est ? J'ai perdu ma ligne. Et d'une manière générale, comment peut-on être ce qu'on est ? Comment peut-on être ce qu'on est lorsqu'on est comme conscience d'être ? L'homme est-il ce qu'il est ? Le tabouret est ce qu'il est, mais nous, sommes-nous vraiment ce que nous sommes ? Si la franchise ou sincérité est une valeur universelle, il va de soi que sa maxime « il faut être ce qu'on est » ne sert pas uniquement de principe régulateur pour les jugements et les concepts par lesquels j'exprime ce que je suis. Elle pose non pas simplement un idéal du connaître, mais un idéal d'être. En ce sens, écrit Sartre, il nous faut faire être ce que nous sommes. Mais que sommes-nous donc, si nous avons l'obligation constante de nous faire être ce que nous sommes ? Si nous sommes sur le mode d'être du devoir être ce que nous sommes. Ce qu'observe Sartre, c'est que la sincérité, l'authenticité sont, comme la franchise, des exigences ou des idéaux. Ce qui est bien le signe que nous avons à être ce que nous sommes, à faire être ce que nous sommes. Et ce qui est bien le signe qu'ainsi nous ne sommes pas ce que nous sommes, puisqu'il nous faut le devenir. Considérons, continue Sartre, ce garçon de café, exemple qui est devenu célèbre dans la littérature de Sartre. Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Regardez le garçon de café, nous dit Sartre. Il en fait un peu trop dans son attitude. Il se compose une attitude. Il semble être en train de jouer son rôle. Il joue le garçon de café. Je m'arrête un instant dans le texte avant de le reprendre tout de suite, mais je m'arrête un instant dans le texte pour que nous puissions nous arrêter quelques secondes sur le concept même de jeu. Au fond, la vie entière paraît, nous dit Sartre, pouvoir se reconduire à ce terme de jeu. Que signifie le fait de jouer ? Eh bien, chacun d'entre nous joue son rôle dans la société. Et que signifie jouer son rôle ? Et cela signifie ne pas être absolument certain que l'on est ce que l'on joue. Laisser flotter une étrange indistinction quant à la question de savoir si nous sommes vraiment le rôle que nous sommes en train de jouer. C'est non pas au jeu d'acteur qu'il faut se référer, mais plutôt au jeu de l'enfant, si vous voulez. Ou bien au jeu que décrit Winsiga, un anthropologue qui décrivait le jeu dans les civilisations primitives, dans un livre passionnant qui s'appelle Homo Ludens. Dans ce livre, Winsiga nous décrit la place du jeu, et même du jeu sacré, à l'intérieur des civilisations. Eh bien, ce jeu, nous dit Winsiga, il est l'occasion d'une étrange indistinction quant à la question de savoir si ceux qui y jouent croient vraiment dans le rôle qu'ils tiennent. Si ils y sont vraiment engagés comme à quelque chose dans lequel ils pourraient se fondre totalement. Eh bien, exactement de la même manière, nous jouons, comme des enfants, ou bien comme ceux qui, dans ce jeu sacré, ne laissent pas déterminer la question de savoir s'ils se croient ou non être le rôle qu'ils jouent. L'enfant qui joue au papa ou la maman, l'enfant qui joue au gendarme et au voleur, l'enfant qui joue à la dinette ou qui joue à la marchande, croit-il vraiment qu'il est ce qu'il joue ? En un sens, non. Mais en un sens, oui. Vous lui feriez violence d'ailleurs si, au moment où un enfant joue au marchand ou à la marchande, vous lui disiez « mais ce que tu me vends, c'est du plastique » ou bien « ce sont des objets qui n'ont rien à voir avec ce que tu prétends qu'ils sont ».
Vous comprenez bien qu'au moment où un enfant vous tend sa poupée en vous disant « elle est malade », si vous lui répondez « mais c'est une poupée, petit », vous allez commettre évidemment un crime de lèse croyance enfantine, quelque chose d'épouvantable. Est-ce qu'il y croit vraiment ? Sans doute non, sans doute oui. Le garçon de café que nous voyons jouer son rôle n'est pas comme un acteur qui sait qu'il rentre sur une scène et qu'il n'est pas le rôle qu'il joue, mais il est comme cet enfant qui se donne à lui-même un rôle, et chacun d'entre nous, sans aucun doute, joue un rôle aussi. Nous jouons le rôle de prof, nous jouons le rôle de parent, nous jouons le rôle, je ne sais pas moi, de tout ce que vous voudrez, de banquier, de consultant. Nous jouons le rôle de philosophe aux soirées de la philo. Nous avons tous des rôles à jouer, et la question de savoir si nous croyons ou non que nous sommes ce rôle que nous jouons, c'est une question qui ne peut que rester suspendue dans une forme d'étrange indétermination. Il en va de même de tout jeu, au fond, dans lequel on se prend au jeu et on se laisse prendre par lui. Winsiga montre qu'au fond, il en va de ce jeu ancestral comme du jeu dans nos sociétés contemporaines. Prenez par exemple le sport, voyez. Y a-t-il vraiment une forme de sérieux du sport ? Bien sûr que non, nous savons tous très bien, quand deux équipes jouent la finale de la Coupe du Monde, qu'il ne s'agit que de 22 personnes qui courent derrière un ballon en cuir pour le mettre au fond d'un filet. Tout cela n'est pas sérieux, évidemment. C'est d'ailleurs une parenthèse dans le sérieux de nos vies. Et pourtant, nous y croyons. Et nous adhérons à ce jeu exactement comme celui que décrit Winsiga, avec une forme de sérieux sacré. Parce qu'il faut se prendre au jeu pour pouvoir y trouver un plaisir. Et que le salaud qui vient avec vous dans un stade en vous disant pendant tout le match, tu sais, ce sont juste 22 abrutis qui courent derrière un ballon en cuir pour le mettre au fond d'un filet, est un trouble fait qui empêche précisément de trouver une saveur dans le jeu. Il faut que vous y croyiez complètement. Il faut que vous y croyiez comme si votre vie en dépendait. Mais est-ce que vous y croyez au fond ? Nous ne sommes jamais vraiment simples parce qu'il y a entre nous et nos propres vies quelque chose qui relève de ce que Sartre appelle un peu de mauvaise foi. Nous faisons semblant d'y croire. Nous faisons semblant de nous prendre au jeu que nous jouons. Et peut-être y a-t-il là-dedans justement l'indice de ce que, par contraste, la valeur de la sincérité, de l'authenticité, de la franchise viennent présenter à nos yeux. Si la franchise est une règle, c'est parce que nous sommes toujours doubles. Si l'authenticité est une maxime morale, c'est parce qu'il y a en nous une forme de complexité irréductible, et parce que cette complexité fait qu'à la fin, au fond, nous savons très bien que nous ne sommes jamais complètement le rôle que nous sommes en train de jouer, comme ce garçon de café qui en fait toujours un peu trop, comme ce garçon de café qui se compose une attitude. Mais à quoi donc joue-t-il, continue Sartre ? À quoi joue le garçon de café ? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Il n'y a rien là qui puisse nous surprendre. Le jeu est une sorte de repérage et d'investigation. L'enfant joue avec son corps pour l'explorer, pour en dresser l'inventaire. Le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. Nous voulons réaliser notre être. Mais c'est que parallèlement du dedans, le garçon de café ne peut être immédiatement garçon de café, au sens où cet encrier est encrier, où le verre est verre, où ce tabouret est tabouret. Le tabouret n'a pas besoin de jouer le tabouret. Il l'est totalement, pleinement, immédiatement, il est complètement tabouret. À l'inverse, le garçon de café doit réaliser son être. Et chacun d'entre nous vit cette vie avec l'ambition de réaliser son être, c'est-à-dire de devenir vraiment ce qu'est objectivement son être. Le garçon de café sait ce qu'est objectivement son métier. Il connaît les règles de l'art, il connaît les principes de son métier, sa définition sociale. Mais là, nous ne parlons pas d'objectivité, nous parlons d'un jeu de regard, nous parlons d'une succession de représentations, nous parlons de ce que Sartre appelle l'être pour les autres, le fait d'être pour les autres. Le garçon de café joue à être pour les autres qui l'entourent. Garçon de café. Il est, continue Sartre, une représentation pour les autres. Et pour moi-même, cela signifie que je ne puis être qu'en représentation. Mais précisément, si je me le représente, je ne le suis point. J'en suis séparé, comme l'objet du sujet. Séparé par rien, mais ce rien m'isole de lui. Je ne puis l'être. Je ne puis que jouer à l'être, c'est-à-dire m'imaginer que je le suis. Et par là même, je l'affecte de néant.
Le propre de la conscience, ici, il faudrait entrer dans des développements techniques sur l'être et le néant. Le propre de la conscience, c'est qu'elle est l'occasion de ce néant. Par la conscience, nous sommes ce que nous sommes, mais pas totalement ce que nous sommes. Et ainsi, ce que nous sommes est à la fois notre être et une forme de néant. Parce que nous ne sommes pas pleinement ce que nous sommes. Et qu'il y a entre nous et nous-mêmes une forme d'intervalle, presque rien. Mais ce rien, c'est ce néant, qui vient mettre du néant au cœur de notre être. Prenez ce tabouret, vous n'y trouverez pas une seule faille ontologique. Il est totalement ce qu'il est. Il est d'un bloc, pourrait-on dire, et sa consistance est totale. Mais nous, il y a au cœur de nos vies une sorte de faille. Une faille constituée par ce phénomène de la conscience. Par le fait que je suis et je me regarde être. Par le fait que je suis et que je sais que les autres me regardent être et que je les regarde me regarder être ce que je suis. Tout le monde a suivi ? Voilà la faille. Voilà quelque chose qui fait que nous avons à porter le poids de ce néant qui accompagne nos vies. Nous sommes ce que nous sommes, mais jamais complètement ce que nous sommes. Et ainsi, nous sommes l'être et le néant de notre être. Nous sommes notre être, mais il y a entre notre être et nous un presque rien, qui est un rien, et qui est le néant que nous portons avec nous. Alors qu'est-ce qui fait que précisément, nous vivons en permanence de ce jeu de regard qui constitue la société ? Et sur ce point, bien sûr, le propos de Sartre nous permet d'aller plus loin que la simple réflexion sur la conscience réflexive. Qu'est-ce qui fait que nous vivons notre vie dans le regard social ? Eh bien, c'est que nous sommes pour les autres objets de leur regard. Et pour le dire autrement, dire que nous sommes pour les autres objets de leur regard, c'est dire au fond que nous ne sommes pas seulement une conscience. Parce que ce n'est pas notre conscience que les autres voient de nous. Ce qu'ils voient de nous, c'est nos corps. Le fait que nous vivons en société implique que nous avons un corps qui est en permanence placé sous le regard d'autrui, de façon directe ou de façon indirecte. Car l'autre est un spectateur de ma vie et il me regarde vivre quand je suis en société. Mais il me regarde vivre quand je suis en société à tel point que son regard finit par s'intégrer à moi et que même quand je suis seul, il continue de me regarder. Tout se passe comme si le regard d'autrui était intériorisé. Tout se passe comme si le fait d'être un corps, nous le vivions jusqu'à porter sur nous le poids du regard de l'autre, jusque dans la solitude. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit Sartre, la solitude n'est pas un remède à la vie dans la société. Parce que la solitude est sociale. Et que dans la solitude même, nous continuons d'éprouver le poids de ce regard de l'autre. La nature de mon corps me renvoie à l'existence d'autrui, écrit Sartre, et à mon être pour autrui. Je découvre avec lui un autre mode d'existence aussi fondamental que l'être pour soi, et que je nommerais être pour autrui. Même quand je suis seul, donc, cet être pour autrui structure mon existence. Et le fait d'avoir un corps fait que je me sens visible, et je me sens vulnérable dans le fait d'être visible, même dans le fait d'être seul. Au fond, nous le savons tous, là aussi, nous le remarquons tous, à une expérience intime que nous avons tous vécue, que nous vivons tous régulièrement sans doute. Une expérience intime qui est comme la cristallisation de cette conscience de soi sous le regard de l'autre et que Sartre appelle la honte. Pourquoi ne sommes-nous pas simples ? Parce que nous nous regardons vivre et nous nous savons regarder. Et nous savons qu'autrui nous regarde et nous avons intégré le regard d'autrui. Et cette intériorisation, elle s'éprouve suprêmement dans l'expérience psychologique évidemment pénible à vivre qui s'appelle la honte. La honte, vous savez, c'est cette gêne que je ressens quand on m'a vu, quand on m'a pris en défaut de maladresse, d'erreur, quand on m'a pris en défaut de gaucherie, quand on a saisi un geste qui n'aurait pas dû être vu, et il nous arrive tous d'avoir honte, même lorsque nous sommes tout seuls. De craindre le regard de l'autre, comme si l'autre était là. Vous connaissez l'histoire de cet explorateur célèbre, méconnu mais rapporté par Sartre et qui devient par là célèbre, qui, au beau milieu de l'Inde, alors qu'il est un colon solitaire, perdu dans des territoires indiens où aucun être humain ne vit, au beau milieu de l'Inde, met tous les soirs son smoking pour dîner, de manière à pouvoir se rendre à lui-même les honneurs que sa dignité exige.
Et là, nous vivons dans la solitude exactement comme dans la société. Et ceci se vit dans la dignité singulière de cet explorateur solitaire, mais ceci se vit suprêmement dans chacune de nos vies à travers le mouvement de honte que nous pouvons ressentir lorsqu'il nous est arrivé quelque chose qui pouvait nous permettre de nous sentir pris en défaut, alors même que personne ne nous regardait, nous continuons d'avoir honte comme si on nous avait vus, comme si on nous regardait. Sartre donne l'exemple du voyeur qui regarde par le trou de serrure, il voit et il n'est pas vu, mais qui d'un seul coup se rend compte qu'on pourrait le voir, et qui, alors même qu'il sait que personne ne le voit, pourtant se sent vaguement gêné. Alors même qu'il n'est pas regardé, intériorise le fait que son corps pourrait être l'objet du regard d'autrui. Nous ne sommes pas simples, parce que nous savons que l'autre est toujours là pour nous voir. Autrui nous force à nous regarder nous-mêmes. Le regard de l'autre intériorisé nous oblige à nous regarder. La honte, écrit Sartre, la honte est toujours honte devant quelqu'un. La honte réalise donc une relation intime de moi avec moi. Et là, pour le coup, ça n'est pas une affaire de jugement. Ne prenons pas la honte telle que Sartre l'a décrit, en tous les cas, comme une question morale, qui serait l'occasion d'une forme d'examen de conscience. Non, ça n'est pas un examen de conscience, c'est seulement un fait que Sartre appellerait phénoménologique. C'est-à-dire le fait même que nous sommes en train d'apparaître à l'autre et que par notre apparaître, par notre corps, eh bien, nous nous sentons honteux de ce que nous sommes en train d'être et de faire peut-être devant l'autre. Je viens de faire un geste, écrit Sartre, je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni le blâme. Je le vis simplement, je le réalise. Mais voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Autrui est donc le médiateur indispensable entre moi et moi-même. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. De fait, rien n'est simple dans ce monde parce qu'il y a l'autre. Et qu'au fond, les deux dimensions que nous avons évoquées jusque-là, celle de la conscience de soi et celle de la conscience d'autrui dont je deviens un objet, ces deux dimensions sont intrinsèquement liées. Je prends conscience de moi par l'autre. Et je me regarde moi-même à travers le regard d'autrui. Et quand je me regarde vivre, je me demande toujours ce que celui qui me regarderait penserait de ce que je fais. Je me regarde toujours sous l'œil d'un autre imaginaire, en tentant d'imaginer ce qu'il penserait de ce que je vis, de ce que je suis, de ce que je fais. L'autre fait partie de ma vie. Il est entré en moi. Il est le médiateur nécessaire entre moi et moi-même, et d'abord sous le prisme de cette médiation négative qui se vit par l'expérience de la honte. Je suis en train de faire un acte un peu absurde, un peu vulgaire, et d'un coup, je me rends compte que je pourrais être regardé, et d'un seul coup, j'ai honte de moi. Et pourtant, je suis seul, mais l'autre est entré en moi. Et il est entré en moi pour me regarder et pour que, dans son regard, je puisse m'objectiver moi-même. Voilà le grand drame de l'existence. J'ai une conscience et cette conscience est toujours la conscience d'autrui. J'ai, écrit Sartre, j'ai un dehors. J'ai un dehors. Voilà pourquoi je ne suis pas simple. Il y a quelque chose en dehors de moi. D'une certaine manière, ce tabouret n'a pas de dehors. Il n'y a rien en dehors de lui. Ce tabouret n'a pas de conscience de lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de conscience des autres. Il ne se compare pas avec les autres tabourets en se disant « qu'est-ce que je suis grand ?» Il ne se compare pas non plus avec les autres tabourets en disant « j'ai pas de dossier ». Ce tabouret est parfaitement lui-même, il n'y a pas de faille en lui. Pourquoi ? Il n'a pas de dehors, il n'a pas d'extériorité, il n'y a pas pour lui d'altérité. L'autre n'existe pas. Alors que pour nous, notre conscience de nous-mêmes est d'abord la conscience des autres qui ont conscience de nous. Et nous nous regardons toujours dans notre conscience de nous-mêmes à travers la conscience que les autres peuvent avoir de nous. J'ai un dehors. Ma chute originelle, écrit Sartre, c'est l'existence de l'autre. Ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre. La catastrophe de ma vie, pour le dire autrement, c'est que vous existez. D'où ce huis clos que vous connaissez tous. Là, nous sommes au cœur de l'être et le néant, mais la pièce huis clos incarne cet enfer absolu que constitue le fait de vivre et de ne pas pouvoir se défaire du regard d'autrui, de vivre sous le regard d'autrui et de ne pas pouvoir s'en libérer. L'enfer, c'est les autres, dit la formule bien connue de ce texte de Sartre. Et ainsi, nous sommes en train de subir en permanence cet enfer que sont les autres, cet enfer qu'est leur présence, mais cet enfer aussi, bien sûr, qu'est, même dans leur absence, leur présence intégrée en nous. Bref, il y a entre nous et nous-mêmes ce
ce néant, cette inconnaissance, cette méconnaissance, le fait que nous ne savons pas du coup comment nous allons agir, comment nous allons réagir, puisque notre vie est très largement confiée à quelque chose d'autre que nous. Et ainsi nous voilà ouverts à une forme d'indétermination, nous ne sommes pas les seuls acteurs de nos vies. Peut-être les principaux acteurs de nos vies sont-ils les autres qui déterminent notre action. En tous les cas, sommes-nous certains d'être nous-mêmes capables de déterminer notre action ? Y a-t-il entre nous et notre action une relation si simple et si évidente ? N'y a-t-il pas entre nous et notre action l'interférence de l'autre toujours présent et qui me regarde agir et qui me dit comment il me faudrait agir ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ces études-là plutôt que d'autres ? Pourquoi d'ailleurs ai-je ces goûts ? Ou pourquoi ai-je l'habitude de dire que j'ai ces goûts en matière esthétique, en matière politique, en matière religieuse, en matière dans toutes les directions possibles de notre vie. Pourquoi suis-je ce que je suis aujourd'hui ? Sinon peut-être par l'autre et par le regard de l'autre qui me force à agir d'une certaine manière peut-être. Au fond, il y a là ce que Sartre appelle, et c'est par là que nous pourrons terminer cette exploration sartrienne, il y a là ce que Sartre appelle l'angoisse. Nous ne sommes pas simples parce que nous ne savons pas exactement pourquoi nous agissons, ni comment nous allons agir. Nous ne pouvons pas prétendre être parfaitement déterminés par notre propre volonté. Il y a dans notre vie cette ouverture absolue à l'indétermination, une ouverture à l'inconnaissance au fond, qui fait le propre de cette angoisse que nous pouvons éprouver devant notre propre existence. Il faut distinguer, nous dit Sartre, et en cela, il reprend le propos de Kierkegaard, il faut distinguer l'angoisse de la peur. La peur, c'est le fait de craindre les éléments objectifs qui m'entourent dans le monde qui m'est extérieur. L'angoisse, c'est le fait de ne pas savoir comment je vais réagir à ces éléments extérieurs. La peur, c'est le fait de craindre que quelque chose m'arrive de l'extérieur. Et l'angoisse, c'est le fait de ne pas savoir si je vais y arriver, moi, à surmonter ce qui m'arrive. Si je vais tenir, si je vais être à la hauteur. L'angoisse, c'est le fait de ne pas savoir comment je vais réagir, ni ce qui me fera réagir. L'angoisse, au fond, c'est le vertige que j'éprouve de ma propre indétermination. Le vertige que j'éprouve à l'idée que je ne sais pas qui je suis, que je ne me connais pas moi-même. Comme vous le savez, cette ignorance de soi qui est au cœur de notre question de ce soir, cette ignorance de soi est une des grandes questions de la philosophie. La philosophie naît, remontons brièvement le temps si vous le voulez, la philosophie naît avec ce grand précepte delphique, l'un des préceptes inscrits sur le fronton du temple de Delphes, le temple d'Apollon Pythien. Ce précepte si connu et qui est placé par Platon au cœur du projet philosophique, c'est « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Mais s'il nous faut nous connaître nous-mêmes, si se connaître soi-même est un but dans l'existence, c'est bien que le point de départ, c'est l'ignorance dans laquelle nous sommes de nous-mêmes. Le fait que nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie se donne pour but et pour projet de nous permettre de mieux nous connaître. Connais-toi toi-même, gnotis et auton, connais-toi toi-même. Et d'une certaine manière, il faut, pour les Grecs de la haute antiquité, venir demander au Dieu et à ce Dieu de la lumière, Apollon, de bien vouloir nous éclairer sur notre propre nature, de bien vouloir nous dire qui nous sommes. Et nous aussi, nous ne cessons de confier cette tâche à bien des oracles modernes. Nous voudrions savoir qui nous sommes. Et nous demandons à la psychologie, nous demandons à bien d'autres disciplines de pouvoir nous éclairer sur notre propre caractère, sur notre propre tempérament, jusqu'à une forme de fascination d'ailleurs qui m'a toujours amusé pour les tests de personnalité. Vous êtes très rassuré quand vous pouvez dire « je suis J3 » ou bien « je suis un agressif tranquille », vous voyez. Vous rentrez dans des cases, enfin vous vous connaissez. Notre passion pour le coaching, notre désir de pouvoir trouver ceux qui nous diront qui nous sommes. Et tout ceci, bien sûr, est légitime, est rendu légitime par le fait que nous sommes inconnus à nous-mêmes, que nous ne sommes pas simples, que nous ne sommes pas tout d'un bloc, et que celui qui est n'est pas celui qui se connaît, et que même ce travail de la conscience pour se regarder vivre et se regarder être, ce travail-là se heurte à un obstacle très profond. Si encore la conscience était l'occasion d'une conscience de soi qui soit une connaissance de soi, mais ça n'est même pas le cas. Nous tentons de penser notre vie et nous n'y comprenons rien.
Et nous passons notre temps à tenter de trouver ce qu'est le sens de notre vie. Et nous allons passer notre vie entière à tenter de nous orienter dans l'existence. Au fond, c'est ça qui est en jeu, vous voyez. Et pourquoi est-il si difficile d'être simple? Pourquoi est-il si difficile de savoir ce que l'on est et de savoir à quelle espèce d'orientation il faudrait pouvoir nous confier? Je suis très frappé de voir que, comme enseignant, mais beaucoup parmi vous l'êtes sans doute comme parents, comme grands-parents ou comme collègues, de voir à quel point c'est un problème majeur pour les élèves, pour les étudiants, que de faire face à cette énorme question de l'orientation. Et pas seulement parce que le monde est compliqué et qu'il y a beaucoup de chômage et qu'on ne sait pas où trouver du travail, mais parce qu'il est si difficile de répondre à cette simple et unique question: qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il est si difficile de savoir ce que l'on veut. Et le plus compliqué n'est pas de faire ce que l'on veut, le plus compliqué c'est de savoir ce que l'on veut, de savoir qui l'on est au fond. Et de ce point de vue-là encore, nous pouvons jalouser l'instinct animal. Et le propre de l'animal, c'est qu'il sait instantanément quelle est sa place. L'oiseau migrateur n'a pas besoin de faire des études de topographie pour savoir quand partir et à quel endroit. C'est magnifique, c'est incroyable. Et j'ai souvent raconté cette histoire que je tombe un soir sur le documentaire de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Home. Je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, mais c'est pas grave. Dans ce documentaire, on voit que les tortues de mer sont couvées sous un tas de sable. Et les petites tortues de mer, elles sont pondues sur la plage. Et la tortue qui les pond recouvre ses œufs de sable et ainsi le sable chaud les maintient à température jusqu'à le moment de leur maturité. Ça doit être le pied quand même, sous un tas de sable chaud. Dans cette période hivernale, bien que le soleil revienne, nous pouvons nous transporter en imagination. Sous ce tas de sable chaud, elles mûrissent tranquillement. Et évidemment, la tortue qui les a pondues est repartie dans la mer depuis belle lurette quand elles arrivent à maturité. Et les petites tortues de mer éclosent de leur coquille et sortent tout ensemble de ce tas de sable et elles se dirigent à toute vitesse vers la mer. Elles sont là sur la plage et elles se ruent vers la mer. Pourquoi? Parce que si elles ne se ruent pas vers la mer, comme elles sont toutes petites, les oiseaux de proie arrivent et les mangent. C'est un mystère inouï sur lequel je me suis souvent étonné et émerveillé. Comment les petites tortues de mer savent qu'elles doivent se dépêcher d'aller dans l'eau? Elles pourraient sortir de là, regarder autour, tiens c'est joli, vous voyez, faire un peu de tourisme et tout, on ne sait pas, non? L'instinct est une chose prodigieuse, mais qui nous est interdite, vous voyez. Elles savent immédiatement ce qu'elles ont à faire. Ce sont, dès le moment de leur naissance, des petites tortues de mer accomplies, parfaites. Elles n'ont pas eu besoin d'aller dans une école des tortues pour devenir de bonnes tortues. Elles sont, c'est ce que nous disait Sartre, elles sont parfaitement simples. Elles sont exactement ce qu'elles sont. C'est-à-dire des petites tortues de mer animées par un instinct immémorial qui les conduit à se ruer vers la mer, sinon elles vont être mangées. Et il y a une deuxième question encore plus vertigineuse. Et ça, c'est un truc de fou. Quand vous regardez les images, vous vous demandez comment est-ce qu'elles savent qu'elles doivent se dépêcher d'aller dans l'eau, mais vous vous demandez aussi comment est-ce qu'elles savent de quel côté est la mer. Parce qu'il n'y a aucune hésitation. Elles sortent directement du bon côté du tas de sable et elles se dirigent vers la mer. Et quand bien même on leur aurait expliqué avec une forme de métempsychose bizarre qu'il faut qu'elles se dépêchent d'aller dans l'eau, elles pourraient au moins chercher leur chemin, sortir du mauvais côté. Mais non, pas du tout. Elles sortent directement et elles se ruent vers la mer. Le propre de l'animal, c'est qu'il est instantanément orienté, au sens littéral du terme. Il sait quel est l'orient de son chemin. Il sait quel est son but. Il sait tout de suite quel est le sens qu'il doit donner au mouvement de son existence. Il sait quelle est sa place dans le monde. Et nous allons passer notre vie entière à tenter de trouver notre place dans le monde. Et nous allons passer notre vie entière sans doute à ne jamais nous sentir vraiment complètement à notre place et à avoir un peu honte d'être là parce qu'on en a envie, mais en même temps on n'est pas sûr et que les autres nous regardent et qu'on n'est jamais vraiment certain de faire ce qu'il faudrait faire pour être complètement soi-même. C'est si difficile d'être simple. Qui est-ce que je suis vraiment ? C'est la complainte de Gaspard Heuser. Gaspard Heuser chante « Je suis venu, pauvre orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. À 20 ans, un trouble nouveau sous le nom d'amoureuse flamme m'a fait trouver belles les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre.
La mort n'a pas voulu de moi. Qu'est-ce que je fais en ce monde? Suis-je né trop tôt ou trop tard? Oh, vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Cette petite complainte magnifique qui dit justement notre inadéquation au monde, notre incapacité d'y trouver complètement notre place. Qu'est-ce que je fais en ce monde? Qui ne s'est pas posé cette question au moins une fois? Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais ici? Et qui est-ce que je suis moi-même? Quel est l'être auquel je devrais donner cette réalisation que ma vie appelle? Quel est l'être que je dois réaliser? Au fond, Sartre ne nous présentait encore qu'une version déjà compliquée mais infiniment simplifiée de la réalité. Celle dans laquelle le garçon de café veut être complètement un garçon de café. Mais pour ça, encore faut-il savoir que c'est l'être que l'on veut être. Et voilà qui est difficile. Parce qu'au fond, nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est ce « connais-toi toi-même » qui nous rappelle la difficulté de savoir vraiment qui nous sommes et de nous connaître nous-mêmes. Peut-être au fond, y a-t-il là une forme de lacune de notre existence, un défaut qu'il nous faudrait combler. Peut-être y a-t-il une forme d'inattention qu'il faudrait tenter de travailler. Mais d'une manière générale, soyons-en sûrs, cette absence d'unité à soi, elle est liée très directement à cette complexité du moi, à cette complexité inhérente à ce que c'est qu'être un moi. Cette complexité, c'est le philosophe Blaise Pascal qui en a parlé comme jamais, d'une manière assez déprimante. Je préfère vous prévenir tout de suite si vous n'êtes pas encore totalement déprimé. Qu'est-ce que le moi, se demande Pascal? Il faut se souvenir que ce sont des fragments, les pensées, donc c'est écrit de manière très elliptique et peut-être nous allons essayer d'approfondir à partir de ces quelques remarques couchées sur un papier. Qu'est-ce que le moi, se demande Pascal? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non. Car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime maintenant pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi? Non. Car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus, conclut Pascal, qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. On n'aime personne que pour des qualités empruntées. C'est épouvantable. Au fond, regardez, je marche dans la rue, quelqu'un me voit par hasard. Est-ce qu'il me regarde moi? Non, parce qu'il n'avait pas l'intention de me regarder, il ne pense pas à moi. Mais qui pense à moi alors? Qui pense vraiment à moi? Et regardez comme au fond, dans la question de savoir ce que je suis, l'autre entre immédiatement en ligne de compte. Qui pense vraiment à moi? Qui m'aime vraiment moi? Si on m'aime pour ma beauté, est-ce qu'on m'aime? Bien sûr que non, puisque je peux tout à fait perdre ma beauté, je peux vieillir, je peux avoir la petite vérole, comme dit Pascal, et pourtant je reste moi-même. Si on m'aime pour ma beauté, ça n'est donc pas moi qu'on aime. Là, c'est le grand moment Cyrano de Bergerac, vous voyez. Au début, j'aimais sa beauté chez Christian, et maintenant, c'est son âme que j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on aime dans mon âme? C'est son esprit, c'est sa virtuosité, c'est sa capacité à dire l'amour avec des mots fleuris. Très bien, mais si j'ai la maladie d'Alzheimer, je serai toujours là, et mon esprit, ma vivacité, tout cela aura peut-être disparu. Si on m'aime pour mon esprit, pour ma mémoire, est-ce qu'on m'aime moi? Eh bien non, parce que je peux perdre tout ça. Et pourtant, je serai toujours là. Qu'est-ce que c'est alors que le moi? Et pourtant, il faut bien qu'on aime quelqu'un pour des qualités particulières, parce que si la personne qui vous aime vous dit « Tu sais, je n'aime pas ta beauté », bon, déjà, c'est assez pénible. Non, je veux dire, esthétiquement, t'es pas au top, donc c'est pas pour ça que je t'aime. Ton intelligence non plus.
Je n'aime pas ton tempérament, ton esprit, ta virtuosité, ta vivacité, c'est pas ta mémoire, non, pas du tout, c'est pas du tout ça qui me plaît, pas du tout. J'aime toi, mais un toi sans qualité. C'est un toi abstrait, quoi. Vous allez dire, mais en fait, elle m'aime pas. Enfin, si on m'aime moi, il faut qu'on m'aime avec des qualités particulières. Et ces qualités particulières, est-ce que c'est moi ? Qu'est-ce que ça veut dire être soi ? Qu'est-ce que ça veut dire être simple ? Qu'on ne se moque plus, dit Pascal, des gens qui se font aimer pour des offices et des charges. C'est-à-dire qu'on ne se moque plus des gens qui se font aimer pour leur pouvoir ou leur richesse, puisque de toute façon, on n'aime jamais que pour des qualités empruntées. Propos évidemment terrible, mais qui nous reconduit à ce caractère très, très sombre du propos pascalien sur la question du soi. La nature, dit-il dans un autre fragment, la nature de l'amour-propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que fera-t-il ? Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misère. Il veut être grand, il se croit petit. Il veut être grand, il se voit petit. Il veut être heureux et il se voit misérable. Il veut être parfait et il se voit plein d'imperfections. Il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. Cet embarras où il se trouve produit en lui la plus injuste et la plus cruelle passion qu'il soit possible de s'imaginer. Car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend et qui le convainc de ses défauts. Il désirerait de l'anéantir. Et ne pouvant la détruire en elle-même, il la détruit autant qu'il peut, dans sa connaissance et dans celle des autres. C'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses défauts, et aux autres, et à soi-même, et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir, ni qu'on les voie. Au fond, ce que nous dit Pascal, c'est que, et c'est le grand thème du divertissement qui est ici en jeu, ce que nous dit Pascal, c'est que nous passons notre vie, pour ceux qui ont passé avec nous une soirée avec Pascal, que nous passons notre vie à tenter de fuir la réalité de notre être, à ne pas nous considérer, à ne pas nous connaître vraiment. Et si nous ne sommes pas simples, c'est d'abord parce que nous avons trop peur de prêter authentiquement attention à nous-mêmes. Si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, c'est parce que nous ne faisons rien pour nous connaître, que nous passons notre temps à tenter de dissiper notre attention dans des choses extérieures, à quoi bien sûr se joue le fait que nous cherchons en fait à nous oublier nous-mêmes, à ne pas nous connaître nous-mêmes, parce que nous avons trop peur de cette vacuité du moi qui nous effraie et qui nous angoisse, pour reprendre le mot de Sartre. C'est ce que nous dit un autre grand auteur avec lequel nous passerons bientôt une soirée. Et je ne peux que vous donner rendez-vous juste après les vacances pour ceux qui sont abonnés au cycle auteur ou ceux qui voudront se joindre à nous pour ce moment qui promet d'être exceptionnel. Ce grand auteur, cet auteur extraordinaire dont nous retrouverons ce texte précis, bien sûr, c'est Friedrich Nietzsche. Ce texte magnifique que je voudrais vous lire maintenant et qui me semble pouvoir être longuement médité, c'est l'avant-propos de la généalogie de la morale. Et je vous le lis en entier avant d'y revenir de manière plus approfondie. Voilà ce que nous dit Nietzsche. Et voilà ce qui, d'une certaine manière, dans le propos de Nietzsche, corrobore cette absence de simplicité dont Pascal nous parlait déjà, comme étant l'effet de notre refus de porter attention à nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, écrit Nietzsche, nous, les hommes de la connaissance, et nous sommes inconnus à nous-mêmes. Et il y a une bonne raison pour cela. Nous ne nous sommes jamais cherchés. Pourquoi faudrait-il qu'un jour nous nous trouvions ? C'est à juste titre qu'on a dit « Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur ». Notre trésor à nous est là où se tiennent les ruches de notre connaissance. Nous sommes sans cesse à sa poursuite. Nous, abeilles, ailés et butineurs nés de l'esprit. Et notre cœur ne se soucie véritablement que d'une chose, rapporter quelque chose. En dehors de cela, pour ce qui concerne la vie, et ce qu'on appelle les expériences vécues, qui a encore assez de sérieux pour celle-ci ? Qui a encore assez de temps pour s'en préoccuper ? Pour de telles affaires, je le crains, nous ne sommes jamais vraiment à notre affaire. Nous n'y prêtons justement pas le cœur, ni même l'oreille. Pareil plutôt à un homme divinement distrait, absorbé en lui-même, à qui l'horloge vient de faire résonner avec violence aux oreilles ses 12 coups de midi et qui s'éveille en sursaut et se demande « Quelle heure vient donc de sonner ?»
Nous nous frottons parfois, nous aussi, les oreilles après coup. Et nous nous demandons, tout étonnés et confus, que nous est-il arrivé ? Qu'avons-nous réellement vécu ? Mieux encore, qui sommes-nous en réalité ? Et nous recomptons, après coup, je le répète, chacun des 12 coups vibrants de notre expérience, de notre vie, de notre être, sans compter juste, hélas. Nous demeurons nécessairement étrangers à nous-mêmes. Nous ne nous comprenons pas. Nous ne pouvons pas éviter de nous confondre avec d'autres. Pour nous vaut de toute éternité cette loi, chacun est à soi-même le plus étranger. Nous ne sommes pas pour nous-mêmes des hommes de la connaissance. Dans ce paragraphe, dans cet avant-propos de la généalogie de la morale, Nietzsche parle à son époque, scientiste, positiviste, passionné par la connaissance. Est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes, demande Nietzsche. Nous sommes étrangers à nous-mêmes et il y a une bonne raison pour cela. Nous ne nous sommes jamais cherchés. Pourquoi faudrait-il qu'un jour nous nous trouvions ? Ce paragraphe parsemé de références évangéliques, Nietzsche qui se voulait lui-même évidemment une sorte de contre-évangile, ce paragraphe est parsemé de références évangéliques et ici se joue en creux le rappel de ce mot biblique qui cherche, trouve, cherchez et vous trouverez. Nous ne nous sommes jamais cherchés. Pourquoi faudrait-il alors que nous nous trouvions ? Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous prendre pour un autre. Nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Et pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas assez attentifs à la vie et aux expériences vécues. La seule chose qui nous préoccupe, la seule chose qui habite notre cœur, c'est de rapporter quelque chose. Nous sommes des êtres de l'action. Nous voulons rapporter quelque chose. Toute notre action est dirigée vers l'extérieur. Nous voulons rapporter quelque chose, faire quelque chose qui rapporte. Et nous consacrons notre vie au travail, à l'activité qui rapporte. Mais pour ce qui concerne la vie elle-même et les expériences vécues, qui a encore pour celle-ci assez de sérieux ? Qui prête l'oreille à ce qu'il vit ? Non, nous sommes comme ce personnage qu'il nous décrit, absorbé en lui-même et qui se trouve d'un seul coup ramené au présent par le fait que l'horloge sonne les 12 coups et qui se demande « Quelle heure vient donc de sonner ?» Et nous nous demandons après coup, trop tard, que nous est-il arrivé ? Qu'ai-je vraiment vécu ? Pire, que suis-je vraiment en réalité ? Peut-être y a-t-il là tout simplement, comme Nietzsche le suggère ici, une forme de défaut d'attention. Et peut-être la simplicité consisterait-elle à retrouver cette attention. Une attention toute simple, mais qui est précisément l'effet d'un travail que nous ne faisons pas parce que notre travail est tout entier dirigé vers les choses extérieures à nous, au lieu de trouver aussi en nous le lieu d'un sérieux nécessaire, d'une attention indispensable. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Eh bien peut-être tout simplement parce que nous ne faisons pas l'effort pour cela. Parce que nous ne faisons pas l'effort nécessaire pour tenter de nous connaître nous-mêmes. Alors bien sûr, si vous êtes ici, c'est peut-être justement pour pouvoir, en se confrontant aux textes qui nous viennent des autres, essayer d'éclairer ce que nous sommes en vérité, tenter de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux savoir ce que signifie le fait même que nous soyons, et que nous soyons dans cette vie condamnés à nous orienter. Pour cela, il faut un travail. Et c'est ce travail vers lequel, sans doute, nous sommes reconduits par l'effort de la philosophie, à condition de bien comprendre de nouveau ce que désigne la simplicité. La simplicité, revenons à l'étymologie de ce mot que je rappelais tout à l'heure, caractérise l'unité. Une forme d'unification de l'être, en l'occurrence. Un travail pour retrouver cette unité perdue par la diffraction de nos vies, la dispersion de nos activités ordinaires. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Précisément parce que nous préférons de très loin être compliqués. Parce que nous préférons nous compliquer la vie, comme le dit Pascal à travers le divertissement. Pourquoi est-il si plaisant d'être roi, dit Pascal ? Parce que vous avez toujours plein de gens qui sont autour de vous et qui vous parlent d'autre chose que de vous-même. Et qu'aucun homme n'a envie de penser à lui-même. Nous passons notre temps à fuir la considération de ce que nous sommes. Et si la politique a tant d'attrait, dit Pascal, c'est parce qu'elle vous divertit en permanence de penser à vous-même. Et dès le matin, vous avez des tas de gens très pénibles qui vous parlent de tas de problèmes très pénibles, ce qui vous permet justement de ne jamais vous retrouver seul face à vous-même. Voilà ce que nous cherchons dans le divertissement de nos vies. Voilà pourquoi nous aimons les postes à responsabilité, les grandes charges et les lourds fardeaux.
Voilà pourquoi, de façon tout à fait paradoxale, alors que nous passons notre temps à dire que nous voudrions nous reposer, nous ne cessons de fuir le repos. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Parce que nous aimons être compliqués. Et que c'est un travail à soi seul de pouvoir tendre vers la simplicité. Ce travail, la philosophie l'a mis au point à travers une méthode, en tous les cas, un grand moment de la philosophie a consisté à mettre au point cette méthode, ce principe de réflexion qui pourrait s'appliquer à l'existence comme il s'applique à la pensée. Ce principe, c'est celui qu'on appelle celui du rasoir d'Occam, qu'on appelle aussi parfois le principe d'économie ou le principe de simplicité. Occam est un philosophe, un grand théologien aussi, de la fin du Moyen-Âge qui vit précisément le moment le plus parfait, le plus achevé, le plus accompli, mais du coup aussi le plus sophistiqué, de ce qu'on a appelé la scolastique médiévale. Une discipline de pensée qui consistait à tenter de comprendre la totalité du réel, de disposer une métaphysique à partir d'une succession d'hypothèses et d'une effervescence de principes, de concepts, d'idées. Au fond, la scolastique médiévale, elle ressemble, si vous voulez, à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est à ça que ressemble la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Vous y rentrez et tout est fait d'une infinité, aussi bien de grandes nefs et de grands transepts, mais aussi de petits recoins où les détails se juxtaposent et où tout semble s'additionner jusqu'à faire un édifice incroyablement compliqué. Beau, mais compliqué. Et beau parce que compliqué. Impressionnant parce qu'incroyablement sophistiqué. Voilà à quoi ressemblent les grandes œuvres de la scolastique médiévale. Guillaume d'Occam décide de mettre fin à ce qu'il considère comme étant l'occasion de se perdre dans d'infinies hypothèses qui ne simplifient pas la tâche de la pensée et le travail de la réflexion. Et il met au point ce concept tout simple, cette exigence logique qu'il laisse à la postérité sous le nom de rasoir d'Occam. Ce principe a une formulation complexe, mais son application est très évidente. Il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Pour le dire autrement, quand nous avons à expliquer quelque chose du monde entre une théorie complexe qui supposerait beaucoup d'entités, beaucoup de choses, beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, et une théorie simple qui en suppose très peu, il faut choisir par principe toujours la plus simple. Le plus simple est toujours préférable au plus complexe. Et le plus simple s'obtient par le fait de retrancher au plus complexe. La perfection ne se trouve plus dans l'incroyable foisonnement de la rosace qui met le point d'orgue à la cathédrale gothique. La perfection se trouve désormais dans la simplicité absolue, obtenue par le fait de retrancher, de retirer, de diviser jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il y a de plus élémentaire, à l'élément originaire, jusqu'à ce qu'on arrive à l'un qu'on ne peut plus séparer. Le rasoir d'Occam, c'est un principe de simplicité obtenu par simplification. Comme le veut son nom d'ailleurs, rasoir. C'est une manière de défaire, de couper, de trancher, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il y a de plus économe au fond, le principe d'économie, jusqu'à ce qu'on arrive à la pureté absolue de ce qui est le plus simple possible. Et le rasoir d'Occam va défaire, avec une efficacité foudroyante, des siècles de scolastique. Jusque-là, on avait discuté pendant des années, pendant des décennies, de la question de savoir si les chérubins devaient être placés au-dessus des séraphins dans la sphère des hiérarchies célestes. D'un seul coup, Guillaume d'Occam nous dit « Il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Entre le plus simple et le plus complexe, choisissez le plus simple et retirez au complexe tout ce qu'il y a de superflu pour arriver au plus simple. » Et ainsi, nous voilà placés devant la simplicité comme une forme d'exigence de pensée. Il faut penser le plus possible pour aller jusqu'au plus simple, comme un but, comme une forme de destination à atteindre. C'est une question d'attention. Et quand vous concentrez votre attention sur un problème, plus vous arriverez à une réponse simple, plus la qualité de votre attention en sera par là démontrée. Beaucoup de spécialistes dans chacune des branches de la science le reconnaissent à leur manière. La vertu d'une très grande théorie, c'est sa simplicité. Et il nous est à tous arrivé de croiser beaucoup de grands spécialistes, chacun dans leur discipline, et de constater que les plus grandes intelligences avaient cette vertu incroyable d'être aussi par là même les plus simples. Parce que la meilleure théorie est celle
qui atteint la plus grande économie de moyens. Et qu'il y a une corrélation directe, voilà ce que nous dit Guillaume d'Occam, entre cette économie de moyens, la pureté, la simplicité absolue d'un propos, et la vérité qu'il parvient à toucher du doigt. Peut-être est-ce là une manière de retrouver notre propre simplicité. Dans une exigence de dépouillement. D'ailleurs, Guillaume d'Occam, de mémoire, était franciscain, ça n'est pas tout à fait un hasard, et ses adversaires étaient des dominicains. D'un côté, vous voyez, c'est la philosophie médiévale, c'est beaucoup de religieux, mais après tout, ce qui est très intéressant, c'est que leurs querelles conceptuelles sont aussi des guerres de congrégation. Du point de vue de l'histoire des idées, c'est assez amusant. D'un côté, vous avez les dominicains, avec le luxe de concepts que l'esprit peut produire dans la théologie la plus subtile. De l'autre côté, vous avez le franciscain qui aime la pauvreté. Et la pauvreté, elle vaut aussi comme un idéal philosophique. Il faut être pauvre en moyens intellectuels. Heureux les pauvres en esprit, disent les béatitudes. Eh bien, exactement de la même manière, il faut épurer notre pensée de tout ce qui est non nécessaire, de tout ce qui est superflu. Il faut revenir à ce dépouillement d'une pensée qui, dans sa généralité, parvient à son efficacité suprême quand rien en elle n'est compliqué. Les gens les plus intelligents, ceux qui ont le plus travaillé, ceux qui ont le plus médité, sont aussi ceux qui parviennent à la plus grande simplicité. Et la complication, la complexité d'un propos est toujours très mauvais signe quant à sa qualité pour pouvoir dire une vérité que nous cherchons à atteindre. Mais pour cela, encore une fois, il faut avoir beaucoup travaillé. La simplicité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas ce qui est originaire et à quoi on ajoute de la complexité. Non, la simplicité, c'est ce qui s'obtient quand on a défait la complexité par l'effort intellectuel, quand on a défait la complexité par l'effort éthique, car c'est de notre vie qu'il s'agit aussi. Quand on s'est dépouillé peu à peu jusqu'à en revenir à cette plus grande simplicité possible, celle que Nietzsche nous présentait par exemple dans le travail de la liberté qui fait attention à soi. L'un des philosophes qui a contribué à penser cette simplicité absolue nous permet de comprendre à quel point elle est toujours l'objet d'une forme d'attention retrouvée envers ce tout insécable que forme ce à quoi il faut prêter attention. La simplicité, c'est l'effet de cette totalité à quoi nous devons accorder notre attention, à quoi d'une certaine manière nous devons prêter l'oreille, pour reprendre le mot de Nietzsche. Ce philosophe, c'est Henri Bergson. D'abord, Bergson est fidèle sur ce plan à ce qu'il dit parce que c'est l'un des philosophes les plus simples qui soit. N'importe lequel d'entre nous peut se plonger dans un livre de Bergson sans aucune espèce de formation préalable. Bergson écrit dans une langue simple, il écrit dans la langue ordinaire. Là où, vous l'avez vu, le propos de Sartre ou le propos de Kierkegaard dont je vous ai fait grâce ce soir parce que j'ai été trop long, là où les philosophes ont coutume d'être parfois inutilement compliqués ou excessivement inaccessibles, eh bien, il y a chez Bergson quelque chose d'une forme de simplicité désarmante. Bergson emploie la langue naturelle. Et c'est dans cette langue naturelle qu'il nous parle de la simplicité que nous devons retrouver. Au fond, le grand drame de notre vie, dit Bergson, c'est que nous passons notre temps à diviser, à produire de la division. Nous passons notre temps à produire par l'effort de l'analyse une segmentation du réel qui le coupe en petites parties, une segmentation de nos vies qui les coupe en petites parties. Peut-être certains d'entre vous étaient-ils là lors d'une des premières soirées de l'année, au cours de laquelle nous avons posé ensemble la question « Est-ce que tout passe ?» Et nous avions déjà croisé ce propos de Bergson qui est d'abord un propos qui concerne le temps et notre rapport au temps, notre rapport à la durée. Au fond, les réalités que nous observons dans le temps, nous avons tendance à les distinguer, à les séparer, à voir toujours un avant et un après, à voir toujours des petites parties qui sont isolables les unes des autres dans le temps, comme elles le seraient dans l'espace, à mettre les choses à part, à distinguer perpétuellement. Et il en va de même de nos vies. C'est cette angoisse qu'éprouvait Sartre. Serais-je demain le même que je suis aujourd'hui ? Qui serais-je demain ? Suis-je encore le même que celui que j'étais hier ? J'ai été un enfant, je suis maintenant un adulte, demain je serai plus vieux, et je change, et ainsi il semble que dans la succession des états de mon existence, je me sépare sans cesse de moi-même. Voilà ce qui faisait cette dualité, cette duplicité permanente. Qui suis-je exactement ? Quel est ce moi ? Comment identifier ce moi ? C'était la grande question de Pascal. Puisque je change, où est le moi ?
dans ses qualités qui varient. Eh bien, Bergson nous conduit à ressaisir le moi dans cette totalité de la durée. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Parce que précisément, nous ne cessons de nous séparer de nous-mêmes, de distinguer les moments de notre existence, les étapes de notre vie. Parce que nous sommes à la fois maintenant et déjà en train de penser à demain, et que nous sommes maintenant en train de nous souvenir d'hier. Eh bien, peut-être faut-il nous réconcilier justement avec ce fait de la conscience que nous sommes un moi qui dure. Et qu'il n'y a pas de séparation entre celui que je suis maintenant et celui que je serai demain, et celui que j'étais hier. Au fond, je suis un moi qui dure et qui englobe la totalité des moments de cette attention à la vie. Le futur n'est rien puisqu'il n'existe pas encore. Le passé n'est plus rien parce qu'il a déjà disparu. Mais en réalité, nous le savons très bien, nous sommes d'abord une attention. Nous sommes une conscience, justement. Et cette conscience réunit. Et cette conscience, si nous voulons bien lui prêter attention, elle simplifie notre vie. Je suis, oui, c'est vrai, une attention à l'avenir qui s'appelle le désir. Je suis une attention au passé qui s'appelle le souvenir. Et je suis une attention au présent, qui est ma présence au présent. Je ne suis pas fait d'une succession de moments séparés les uns des autres. Et être attentif à cette simplicité de ma vie, ça n'est pas vouloir à tout prix me séparer du désir, me séparer de la crainte, me séparer du souvenir. Être attentif à soi, c'est se savoir durer dans le temps. Et c'est savoir que notre unité n'est pas le fait d'une juxtaposition qu'il s'agirait d'opérer, mais au contraire le fait d'un dépouillement qu'il s'agit de retrouver pour reprendre le sens de notre propre unité. Qu'est-ce qu'une mélodie, par exemple ? Eh bien, le propre d'une mélodie, le propre d'un morceau de musique que nous écoutons, c'est que, c'est vrai, si vous le regardez sur le papier, vous y verrez une juxtaposition de notes qui s'ajoutent les unes aux autres. Et même cette juxtaposition pourra vous sembler à la lecture infiniment compliquée. Mais en réalité, le propre d'un grand morceau de musique, c'est qu'il est magnifiquement simple. C'est-à-dire c'est un tout. Un morceau de musique, ce n'est pas cette note-ci, puis cette note-ci, puis cette note-ci. Un morceau de musique, c'est un élan. C'est un mouvement, fait d'un seul bloc, et qui ne peut se distinguer que par le travail d'une analyse conceptuelle, qui ne parvient pas à saisir, par le fait qu'elle dissocie les moments, qui ne parvient pas à saisir la force de cet élan. Voilà ce qu'est la simplicité. La simplicité, c'est le fait que chaque note de musique est colorée par celles qui l'ont précédée, et que chaque note de musique produit en nous une attente. Ce qui fait d'ailleurs qu'un morceau de musique est fait d'autre chose que des mêmes notes qui se répètent sans arrêt. Parce que chaque note qui arrive n'est pas isolable les unes des autres. Un nocturne de Chopin est fait de notes de piano que vous retrouveriez dans tous les autres nocturnes de Chopin et dans tous les autres morceaux de musique composés pour le piano. Mais dans un nocturne de Chopin, vous avez un élan qui fait que la phrase musicale vous emporte et vous conduit dans une forme d'attente. Elle est à la fois mémoire et projection vers l'avenir, et elle est à la fois cette juxtaposition de notes et ce tout qui se produit autour d'elle. Être simple, voilà ce que ce serait au fond. Être absolument soi. Et faire de sa vie le produit de ce que l'on est, c'est-à-dire de tout ce que l'on a vécu et de tout ce que l'on attend de l'avenir. Faire du geste présent l'occasion d'exprimer tout ce que nous sommes maintenant. Tout ce qui est réussi est l'occasion de ce dépouillement qui fait que, pour reprendre le mot de Kierkegaard que je citais en ouverture, nous pourrons, dans un acte de notre existence, être soi-même et rien de plus. Voilà ce qui fait, au fond, la magnifique relation qu'il peut y avoir entre un acte vraiment libre et celui qui l'a posé. Une relation faite d'une infinie simplicité. Être vraiment soi-même dans ce que l'on fait et rien de plus. Le philosophe Alain dit « L'homme le plus parfait est le plus parfaitement à ce qu'il est et à ce qu'il fait ». C'est cette unité magnifique qui désigne au fond l'idéal de simplicité. L'homme le plus parfait est le plus parfaitement à ce qu'il est et à ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est le plus parfaitement l'expression de ce qu'il est. Ce que nous dit Bergson, c'est que le propre d'une vie vraiment libre et d'une vie vraiment simple, c'est qu'elle produit des actes qui lui ressemblent complètement, comme une œuvre d'art ressemble à l'artiste. Regardez le propre d'une grande œuvre d'art. Je parlais de la musique, mais ce serait vrai de n'importe quelle œuvre d'art. Le propre d'une magnifique sculpture, le propre d'une belle peinture, c'est que le beau tableau n'est pas une juxtaposition de points de couleur sur une toile. Le beau tableau, c'est un tout. Et quand vous voyez une belle œuvre d'art, vous voyez l'œuvre d'art comme un tout. Vous voyez sa simplicité.
Après seulement peut-être par le travail de la technique ou de l'histoire des arts, vous allez décomposer et voir comment le style s'est construit petit à petit au travers de la toile. Mais quand vous êtes devant la toile et que vous êtes ému par elle, c'est dans sa simplicité que vous la rencontrez vraiment. Tout ce qui est vraiment beau et simple, comme un beau geste d'ailleurs d'une certaine manière, comme le geste virtuose d'un sportif sur un terrain de sport. La reprise de volée de Benjamin Pavard. Et on voit au fond qu'il y a là un élan indécomposable. Ça n'est pas calculé, ça n'est pas réfléchi, ça n'est pas l'effet d'une sorte de complexité technique. Tout le travail de la technique a permis d'atteindre à cette parfaite simplicité. Et il faut beaucoup d'entraînement pour atteindre cette parfaite simplicité. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Parce que nous ne faisons pas l'effort. Parce que nous ne faisons pas ce travail d'attention, ce travail de discipline. Parce que nous ne faisons pas tout ce qu'il faudrait pour pouvoir unifier en nous ces qualités, ces talents, cette singularité d'une existence qui a mûri dans le temps pour s'exprimer totalement dans un geste ou dans un acte, dans une œuvre, comme l'artiste s'exprime dans ce qu'il est en train de produire, et comme chacun d'entre nous, quand il fait un acte vraiment libre, se dit totalement, de façon parfaitement simple, dans ce qu'il est en train de poser. Voilà ce dont nous parle Bergson, cette magnifique simplicité qu'il s'agit de retrouver. Et dont, d'une certaine manière, la philosophie est un travail nécessaire pour pouvoir l'atteindre à nouveau. Nous sommes libres, écrit Bergson dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment simplement, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. En un mot, si l'on convient d'appeler libre tout acte qui émane du moi et du moi seulement, l'acte qui porte la marque de notre personne est véritablement simple et libre, car notre moi seul en revendiquera la paternité. Et dans l'intuition philosophique, Bergson complète cette réflexion. Du point de vue de l'efficacité, nous avons des méthodes destinées à saisir les choses toutes faites. Et ces méthodes ne sauraient en général entrer dans ce qui se fait, suivre le mouvant, adopter le devenir qui est la vie des choses. Cette dernière tâche appartient à la philosophie. Le philosophe n'obéit ni ne commande, il cherche à sympathiser. De ce point de vue, l'essence de la philosophie est l'esprit de simplicité. Que nous envisagions l'esprit philosophique en lui-même ou dans ses œuvres, que nous comparions la philosophie à la science ou une philosophie à d'autres philosophies, toujours nous trouvons que la complication est superficielle, la construction un accessoire, la synthèse une apparence. Philosopher est un acte simple. Si cette connaissance se généralise, ce n'est pas seulement la spéculation qui en profitera. La vie de tous les jours pourra en être réchauffée et illuminée. Car le monde où nos sens et notre conscience nous introduisent habituellement n'est plus que l'ombre de lui-même, et il est froid comme la mort. Tout y est arrangé pour notre plus grande commodité, tout y est calculé, mais tout y est dans un présent qui semble recommencer sans cesse. Et nous-mêmes, artificiellement façonnés à l'image d'un univers non moins artificiel, nous nous apercevons dans l'instantané, nous parlons du passé comme de l'aboli, nous voyons dans le souvenir un fait étrange ou en tous les cas étranger, un secours prêté à l'esprit par la matière. Ressaisissons-nous au contraire tels que nous sommes. Les satisfactions que l'art ne fournira jamais qu'à des privilégiés de la nature et de la fortune, la philosophie ainsi entendue peut nous les offrir à tous, à tout moment, en réinsufflant la vie aux fantômes qui nous entourent et en nous revivifiant nous-mêmes. Par là, elle deviendrait complémentaire de la science, dans la pratique aussi bien que dans la spéculation. Avec ses applications qui ne visent que la commodité dans l'existence, la science nous promet le bien-être, tout au plus le plaisir, mais la philosophie pourrait déjà nous donner la joie. Nous reviendrons bien sûr, ce sera le thème de notre dernière soirée sur cette question de la joie. Mais vous voyez qu'ici, Bergson nous invite à nous ressaisir nous-mêmes, à faire cet effort nécessaire pour atteindre une forme de simplicité. Pourquoi est-il si compliqué d'être simple ? Parce qu'il faut y travailler. Et que ce travail, nous ne le faisons pas. Nous faisons le travail nécessaire pour calculer les éléments de l'agrément de notre vie, mais nous ne faisons peut-être pas le travail nécessaire pour ressaisir notre être dans cette vie. Et ainsi, le monde dans lequel nous vivons, dit Bergson, est comme mort. Il est d'une certaine manière habité par des fantômes. Pour pouvoir nous revivifier,
Il faut faire l'effort de toucher, de tenter d'atteindre cette simplicité. Mais voilà, qui est évidemment, nous l'avons vu tout au long de cette soirée, une véritable conquête, et une conquête qui passe, bien sûr, par la rencontre avec les autres. Parce que l'autre peut être la figure de ce regard social qui détermine de manière conventionnelle ce que je dois devenir, mais l'autre peut être aussi celui par la conscience duquel je peux être ouvert à moi-même, dans cette relation magnifique qu'est l'amitié dont nous avons déjà parlé, dans cette relation que Aristote décrit comme une vertu parce qu'elle est toujours un travail. Dans la relation d'amitié parfaitement singulière, l'autre peut contribuer à me révéler à moi-même, à me permettre de me ressaisir et de prêter l'oreille à ce que je suis vraiment. Dans cette relation authentique qu'est l'amour ou l'amitié, je peux tenter de retrouver cette simplicité perdue. Encore faut-il pour cela que nous puissions quitter la superficialité des relations purement sociales pour entrer dans une forme d'intimité authentique et ainsi nous trouver ouverts à la simplicité de nos vies. Bref, nous le voyons, la simplicité est une conquête. Il est peut-être pas compliqué d'être simple, mais en tous les cas, il est, pourrait-on dire, difficile d'être simple. La réflexion de ce soir m'a été inspirée par ce mot magnifique de Bernanos dans le journal d'un curé de campagne. On me dit « soyez simple ». Et de fait, nous avons entendu si souvent cette injonction. Sans doute l'avez-vous entendu, je ne cesse pour ma part de la faire à mes étudiants. Soyez simple dans vos copies. On me dit « soyez simple ». C'est si difficile d'être simple, dit Bernanos. Mais les gens du monde disent les simples, comme ils disent les humbles, avec le même sourire dédaigneux. Ils devraient dire les rois. Les gens du monde disent les simples comme ils disent les humbles. De fait, il nous arrive de parler de la simplicité ou des simples et des plus simples, comme s'il y avait là quelque chose comme un défaut, quelque chose qui n'est pas encore accompli, qui n'est pas encore achevé. En réalité, c'est l'accomplissement et l'achèvement parfait d'une vie que d'atteindre cette simplicité, et sans doute sera-ce pour toute notre existence le travail que nous aurons à faire que de tenter, comme nous le disait Nietzsche tout à l'heure, de prêter attention à nous-mêmes, de nous ressaisir nous-mêmes, pour devenir vraiment ce que nous sommes, pour devenir vraiment simples. Quant à savoir la manière dont notre raison pourra contribuer à cette simplicité, cela, chers amis de la vérité, c'est encore une autre question. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci pour votre présence si nombreux ce soir, pour votre attention. On se retrouve après les vacances. Je vous rappelle que nous faisons une petite pause pendant les vacances scolaires pour travailler cette nouvelle question, est-il raisonnable d'être toujours raisonnable ? Ce sera l'occasion de se plonger dans les mystères, cette fois-ci, de la déraison humaine. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué ce soir. C'était une joie de partager cette soirée avec vous. Je voudrais terminer en remerciant toute l'équipe des soirées de la philo qui organise avec moi cette soirée, Félix ce soir exceptionnellement à la technique et Victoire qui m'a aidé à préparer cette conférence. Merci encore, à très bientôt.